Bonjour à tous, bonjour dans la salle et en ligne. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté par Marc-Olivier Gasser, qui travaille à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, l'IRDA, et qui vient nous présenter un webinaire sur l'évolution de la santé des sols sous l'effet des changements climatiques. Un sujet important parce que le sol, c'est le substrat pour les cultures, mais c'est aussi une mesure d'adaptation face aux pluies intenses, par exemple, ou aux sécheresses. Marc-Olivier est agronome, bien sûr. Il a un doctorat en sol à l'Université Laval. Il a développé une solide expertise depuis les 20 dernières années dans plusieurs secteurs de la science des sols, de la valorisation des engrais de ferme et de la conservation des sols et de la qualité de l'eau en milieu agricole. Son équipe et lui travaillent sur le développement d'indicateurs et le suivi de la santé des sols à l'échelle du Québec, les phénomènes de dégradation des sols et de la perte de matière organique, les pratiques de conservation et leur effet sur la santé et la conservation des sols. Et il travaille aussi sur les bénéfices écosystémiques des cultures alternatives dédiées à la production de biomasse industrielle dans une perspective de développement durable. Là, Marc-André va faire la présentation. Par la suite, je prendrai des questions dans la salle et en ligne. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez envoyer vos questions dans le chat à tout moment pendant la présentation. Donc voilà, Marc-André, la parole est à toi. Merci Anne pour cette présentation, puis l'invitation aussi à présenter ces résultats. Un projet qu'on a réalisé, c'est des résultats autour d'un projet qu'on a réalisé entre 2019 et 2021, puis publié finalement sur nos rapports à l'interne à l'IRDA sur notre site web en 2023. Je vais commencer par faire une petite publicité de... Publicité, c'est quoi l'IRDA? L'IRDA, c'est un institut de recherche qui est financé en grande partie par le MAPAC pour nos opérations et les infrastructures. C'est un institut à but non lucratif. On a des expertises distinctes dans différents domaines en agro-environnement. Au niveau des pesticides, la lutte aux nuisances, la santé des sols, la protection, la gestion de l'eau, la protection des aqua-écosystèmes, la qualité de l'air, la gestion des matières fertilisantes. On a aussi une expertise terrain central dans la filière pomiculture. On a des centres de recherche principalement à Québec et à Saint-Bruno, ainsi que 2 stations de ferme expérimentale à Deschambault et Saint-Lambert. Ce qui fait qu'on est en gros le plus grand centre de recherche en agro-environnement au Québec, mais il y a d'autres centres aussi qui font de la recherche en parallèle pour le MAPAC dans ces domaines. Le projet sur lequel on a travaillé de 2018 à 2021, ça s'intitulait Évolution d'indicateurs spatialisés de la santé des sols sous l'effet des changements climatiques, et on s'adressait au Québec et à l'Ontario. On avait des partenaires à l'Université de Guelph, Cécile Dessoires, moi-même et Claude Bernard, qui était aussi à l'Institut. Et plusieurs professionnels ont gravité autour du projet, dont le principal ici, Gaëtan Martinelli, s'est occupé de la partie modélisation qu'on va principalement aborder ici dans l'axe 1. Donc, la projection de l'évolution de la matière organique et de la santé des sols sous climat futur à l'échelle du Québec et de l'Ontario. Je vais principalement présenter les projections à l'échelle du Québec. Puis les 2 autres axes, il y en avait un qui était une forme de désagrégation de l'information des cartes de sol là, pour mieux spatialiser les indicateurs de santé des sols. Et le 3e était un exercice de démonstration de l'efficacité des pratiques de conservation pour contrôler l'érosion hydrique sous les conditions édaphiques et climatiques actuelles et futures, en climat futur. Donc, c'est ça qui avait été réalisé par l'équipe sous Claude Bernard avec Antoine Zita Andorra. Donc, un essai qui a été réalisé à Saint-Lambert. Je vais principalement parler de la première partie. En amont, je vais parler de notre étude sur la santé des sols qui concourait en même temps que cette étude-là. Donc, on a réalisé entre 2018 et 2023, qui fait un peu l'état de la situation de la santé des sols agricoles du Québec, un inventaire qui a été reconduit, qui avait été conduit dans les années 90, qui a été reconduit dernièrement, donc 30 ans plus tard. Et après, je vais parler de la projection d'évolution de la matière organique en modélisation sous l'effet du climat futur. On va matériel et méthodes pour présenter les données, les modèles utilisés, les résultats de discussion, etc. Donc,
Les terres agricoles sont une ressource limitée au Québec. On parle d'à peu près 2,3 millions d'hectares. Il y en a beaucoup moins que ça qui sont en culture, je dirais annuelle ou c'est vraiment l'ensemble du territoire agricole. Ça représente seulement 1,4 du territoire dans la section plus au sud du Québec. Bien entendu, les changements climatiques vont intensifier l'usage de ces sols, ces terres. Ça va surtout avoir un effet important sur la santé et la productivité des sols. Au monde de ça, la matière organique du sol, c'est une des propriétés les plus importantes dans les sols minéraux. La matière organique, en général, va influencer beaucoup la condition physique du sol, sa structure, la capacité les mouvements de l'eau et l'aération du sol, la disponibilité en nutriments. Ça va aussi conditionner l'activité biologique qui, en retour, va favoriser la dégradation des résidus organiques et la production de matière organique stabilisée et finalement la structure des sols et son aération. Donc, un élément important à la santé des sols. On peut le voir aussi de façon en modélisation, quand on essaie de prédire certaines propriétés des sols, comme la porosité totale, la capacité d'air, la conductivité hydraulique, la matière organique, là, puis c'est le pourcentage de MO, là, va revenir comme une des premières variables d'importance dans les développements de modèles. Donc, on va influencer toutes ces propriétés-là en général au niveau des propriétés physiques. C'est un des éléments les plus importants. Au niveau de l'expansion des cultures annuelles, on n'a qu'à regarder la carte actuelle de la production agricole en termes de culture à l'échelle du Québec. On voit en vert pâle principalement l'influence des prairies dans les régions périphériques. On voit beaucoup de surfaces sous prairies davantage. Il y a également des surfaces sans céréales en jaune, des petits picots jaunes à travers cette étendue verte. Mais après ça, on voit l'intensité de la culture de maïs et de soya dans la région de la plaine de Montréal, dans les brasses-terres du Saint-Laurent. On voit une certaine importance des couleurs orange et mauve qui dénotent la prédominance de ces deux cultures-là en principale rotation. Avec les changements climatiques, on s'attend à une expansion importante de ces cultures-là, surtout dans les terres, les terres blanches, les terres plus basses, peut-être autour du lac Saint-Jean et de l'Abitibi dans un climat beaucoup plus réchauffé, mais éventuellement, ces cultures-là vont prendre beaucoup plus d'importance. Donc, ça va affecter aussi la santé des sols. Donc, sous cette idée-là, le MAPAC nous a mandaté, comme je l'ai mentionné, en avril 2020, de refaire un état de la situation sur l'état de santé des sols agricoles, dans le but d'obtenir des données quantitatives sur les principales séries de sols, d'apprécier l'évolution des sols depuis le dernier inventaire de 1990, d'évaluer finalement les effets des pratiques agricoles actuelles sur la santé des sols et de même l'effet de la santé des sols sur la productivité des cultures, pour recommander des stratégies plus générales là, pour améliorer la santé des sols et prévoir aussi un suivi dans le futur de la santé des sols sur une base plus régulière. D'ailleurs, on va refaire un état de la situation à partir de 2029-2028. On est en train de revoir le prochain inventaire. Donc, les SAC, c'était une analyse sur 71 séries de sols. Il y en a à peu près 640 à l'échelle du Québec. Les séries de sols, ça décrit des types de sols particuliers. Les 71 ici, c'était les principales, les plus importantes. Sur chacune de ces séries de sols, on a échantillonné sur 6 sites, 4 qui étaient cultivés, 2 témoins pour les comparer. Dans chaque site, on avait 4 profils, 2-3 horizons, ce qui faisait un ensemble au-delà de près de 5000 échantillons de sol où on a mesuré plusieurs propriétés physico-chimiques, biologiques et des mesures de rendement des pratiques agricoles. Juste pour mentionner ici comme les sols argileux, on avait dans les 71 séries de sols, on avait 18 séries de sols argileux, on avait des sols loameux, des sols sableux squelettiques, des tilles, des sols organiques. Ces sols argileux-là on avait 18 séries, ont été regroupés en 6 groupes pour faire des comparaisons sur des types de sols plus homogènes, ce qui nous a permis de faire nos analyses et de les reporter dans des figures ou dans des tableaux de cette façon-là. Ici, on a les 25 ou les 25 groupes de sols minéraux qui ont été comparés. En rouge, c'est les sols cultivés. En bleu, c'est les sols témoins. À chaque fois qu'on voit des étoiles, on voit des influences statistiques ici, des influences significatives là, de la culture, de fait de cultiver les sols par rapport à des sols témoins qui n'ont pas été dérangés ou perturbés depuis quelques années, donc des sols à des meilleurs états physiques. Donc, on voit grosso modo que la matière organique, il y a un gradient qui se
qui se... Je vais dire, faire l'animation. Les barres en diagonale présentent ici un effet du climat qui est relié un peu au gradient qui est entre les chiffres. Plus le chiffre est élevé, plus on est dans une région climatique nordique ou plus froide. Et plus le chiffre est bas dans les différents matériaux, plus on est dans une région chaude. Donc, on voit des gradients juste à l'œil ici des niveaux de matière organique. Puis on voit des effets aussi de la culture en même temps. Pour comparer, pour amener ici une propriété physique, la macroporosité qui représente un peu la teneur en air dans le sol à 10 kPa plus particulièrement. Quand on est en dessous de 10 d'air, on commence à manquer d'air. Donc, on voit dans les différents horizons, je dois préciser que le premier horizon, c'est l'horizon AP1 en surface. L'AP2 qui est à peut-être de 15 à 20 cm, 25 cm de profondeur, puis l'horizon B est inférieur. On voit qu'il commence à manquer d'air en profondeur dans ces horizons-là. Surtout dans les sols argileux. Et puis, on voit des effets plus importants ici, encore là, dans les sols argileux, dans les sols, des matériaux loameux, puis dans les séries de sols ou les groupes de séries de sols qui ont des chiffres plus faibles, donc dans les régions plus méridionales ou dans les basses terres du Saint-Laurent, où on a une dégradation plus importante là, de nos propriétés de sol. Pour voir un peu l'effet on a comparé des différentes pratiques ou de vérifier comment les différentes pratiques peuvent avoir une influence sur nos différents indicateurs de santé des sols, dont la matière organique. Ici, on a un effet là, du système de culture qui prédomine. En fait, les systèmes de culture sont en grande partie influencés par le climat. Donc, plus il fait chaud, plus on aura des cultures annuelles, des cultures maraîchères. Plus on est en région nordique ou froide, on aura des cultures pérennes, des pâturages, des cultures beaucoup moins intensives. Donc, on voit que sous l'effet des cultures pérennes, on a déjà des niveaux de matière organique plus élevés que sous cultures maraîchères annuelles, avec des niveaux plus statistiquement différents, surtout dans les horizons, dans les trois horizons, encore une fois. Peut-être des fois moins évident pour d'autres propriétés ou d'autres pratiques comme l'intensité du travail de sol. On a qualifié ici l'intensité de travail de sol sur nos différents sites. Et où il y avait du travail réduit par rapport à du travail intensif, on avait une augmentation, une amélioration du niveau de matière organique là, en travail réduit, mais surtout ici dans l'horizon supérieur. On a aussi, dans ce cadre de cette étude-là, fait une comparaison avec ce qui se produisait en 90. Donc, en 90, on avait répertorié, on appelait ça l'inventaire des problèmes de dégradation des sols. Dans le dernier exercice, on parle de l'état de santé des sols, on est un peu plus positif. Donc, à l'époque, on parlait de monoculture importante, en dégradation. Il y avait des phénomènes de dégradation qui apparaissaient. On voyait des phénomènes de détérioration de la structure, de surfertilisation, de diminution de la matière organique. Le compactage, ici, arrivait en 5e position. On a vu, on présentera ça ailleurs, mais on voit que le phénomène de compaction des sols, la machinerie, tout ça, c'est beaucoup plus important ces dernières années, là, c'est dans le dernier exercice. Grosso modo, on a pu retourner sur les 400 sites, 430 sites qu'on a visités. Il y en avait 63 qui étaient sur les mêmes champs que l'exercice de 90. Donc, en comparant ces sites-là, on voit que les niveaux de matière organique ont tranquillement baissé là, avec une baisse significative, à peu près, une variation relative d'à peu près 6 de teneur en matière organique. Là. Sur une base absolue, on parle de 0,3 ce n'est pas énorme, mais quand même. On a aussi des variations dans le zinc, dans certains éléments, mais un peu moins explicables. C'est peut-être lié à certains amendements organiques qui ont été apportés à des valeurs plus élevées sur ces sites-là. Puis lorsqu'on compare un peu l'effet des cultures annuelles et l'effet des cultures pérennes, on voit quelques différences. À l'époque, les cultures pérennes, les prairies servaient de témoins. Ici, nous avons utilisé des cultures pérennes aussi comme des sites cultivés. Ce n'est pas nécessairement nos sites témoins. Mais on voit qu'il y a une diminution encore de la matière organique sous l'effet des cultures annuelles dans les différents matériaux argileux, loameux, des fois en surface, des fois en profondeur. Dans les tiles, c'est plus important, en rouge plus foncé. Ici, dans ce groupe-là, ici, on voit des influences beaucoup plus importantes, diminutions plus importantes. Puis ça, c'est en rapport avec l'exercice sur l'évolution des changements climatiques. Ici, on parle ici des régions plus périphériques, plus froides. On a des diminutions plus importantes de matière organique dans ces sols-là. On a aussi des diminutions de la même chose sous les cultures pérennes de ces niveaux de matière organique-là, mais qui ne sont pas nécessairement significatives. On voit juste des tendances ici.
L'évolution de la macroporosité, c'est aussi quelque chose d'intriguant, par exemple, parce qu'on parlait de l'évolution plus importante de la compaction des sols. Sous culture annuelle, on n'a pas nécessairement vu en surface une détérioration, mais plutôt une amélioration. On a quelques cas significativement plus élevés, surtout dans les régions, dans les groupes de sols qui sont plus nordiques, plus septentrionaux. Mais quand même des baisses en profondeur de la macroporosité dans les sous-cultures annuelles. Mais ce qui nous a frappé davantage, c'est la dégradation de la macroporosité dans les horizons inférieurs sous les prairies. On sait que les systèmes de récolte dans les prairies se sont intensifiés, sont plus importants, sont plus gros en termes de machinerie, de grosseur de machinerie. Donc, on s'inquiète ici de voir des niveaux de macroporosité qui étaient supérieurs à 10 se sont retrouvés en dessous de 10 surtout dans l'horizon inférieur, dans les matériaux argileux. Donc, c'est un petit peu dérangeant parce qu'on vise à beaucoup promouvoir les prairies comme système de culture qui va améliorer la santé des sols. Donc, tous ces travaux-là se présentent dans 5 rapports. Ce que j'ai présenté ici est présenté dans le rapport 1 et le rapport 2, mais on a des recommandations dans le rapport 3. On a des recommandations pour un suivi périodique dans le rapport 4, ainsi qu'un rapport plus spécifique sur l'érosion des sols dans le rapport 5. Ici, je suis venu parler de projection d'évolution de la matière organique en climat futur. Donc, il y a différentes façons d'approcher le sujet. Il y a des essais, des fois, qui se font en parcelles expérimentales de longue durée, sur lesquelles on va ramasser de la donnée et essayer de projeter des effets avec des changements climatiques. Des fois, on utilise ces données-là pour entraîner des modèles mécanistes comme Rothschild, Century, CBM, qui essayent de projeter ou de prédire le devenir de la matière organique dans des compartiments plus ou moins sophistiqués, des modèles plus ou moins mécanistes très sophistiqués. Il y a des modèles plus indirects, là, où on utilise moins de techniques mécanistes, mais plus empiriques. Et puis finalement, il y a des modèles assez empiriques, là, comme celui que je vais présenter, où on utilise la modélisation simplement d'effets au niveau de l'espace pour l'utiliser dans le temps avec des changements climatiques, comme on a déjà vu dans différents articles ailleurs. Donc ici, ce qui est intéressant dans notre projet, c'est qu'on a pu utiliser une somme d'informations provenant des laboratoires privés. Les analyses de matière organique du sol sont réalisées chez les producteurs à tous les 5 ans. Donc, il y a certains laboratoires qui ont des tonnes d'analyses de sol réalisées. Donc, on avait plus de 500 000 échantillons de sol qui étaient géoréférencés par le code postal. On n'avait aucune donnée confidentielle. On avait une résolution d'à peu près de moins de 20 km en majorité lorsqu'on l'a comparé à des données dont on connaissait la provenance exacte, la géoréférence exacte. Donc, on sait qu'on n'est pas trop mal informé avec le code postal comme géoréférence, surtout à l'échelle du Québec. L'origine de ces données-là, des fois, est inconnue. C'est majoritairement des sols agricoles, mais ça peut inclure des potagers, des données de la recherche, des échantillons de sol qui proviennent de différentes sources comme des carrières de sable, de la foresterie, etc. Donc, on a commencé par filtrer les analyses et les données. On s'est ramassé avec 300 000 échantillons filtrés, données qui proviennent de 2010 à 2019, de l'horizon de surface. On a essentiellement la matière organique comme élément qu'on veut prédire, mais on a d'autres éléments analysés qui ont servi pour la modélisation, entre autres pour prédire la granulométrie des sols. On avait dans ces 300 000 échantillons à peu près 20 000 dont on avait la granulométrie. Donc, on s'en est servi pour prédire la texture du sol, qui est un élément important qui va conditionner les niveaux de matière organique du sol, comme on a vu dans les autres résultats. Donc, c'est un premier article qui a pu être publié en utilisant les analyses de routine du même laboratoire pour prédire les textures des sols qui manquaient. Ensuite, on a des données climatiques. Malheureux que je n'ai pas l'animation qui est disponible ici. Savez-vous pourquoi? Non. PDF, c'est normal. Ah, c'est un PDF qui a été créé? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, okay. Parce que non, D'accord. Donc, en dessous de ça, je présentais les différents scénarios climatiques, les RCP. Il y avait 11 scénarios climatiques qui avaient été produits chez Uranos, Marco Brown, en climat futur, en climat actuel. On a donné historique provenait de Ressources naturelles Canada. Principalement Tmax, Tmin, précipitation.
Pour présenter le bilan grossièrement, on a dérivé aussi 11 indicateurs climatiques pour notre modélisation. Ici, il y en a 4, température moyenne, précipitation totale, des bilans hydriques, le Climate Decomposition Index, qui est un indicateur qui est relié à la modélisation de la matière organique. Donc, en grosso modo, on observe pour les 6 régions climatiques sur lesquelles on avait clusterisé, on a clusterisé nos régions climatiques en 6 zones. Pour le Québec agricole. Et puis, on voit que dans chacune, il y a une augmentation là, de ces indicateurs-là, grosso modo, de ce qui est attendu là, entre 2010 et 2100. On a utilisé aussi des données qui proviennent du modèle numérique de terrain d'élévation. On a dérivé 40 covariables qui sont reliées à la pente, à la hauteur du terrain, à la curvature, etc., des pentes pour inclure dans le modèle. On a aussi utilisé l'utilisation des terres définies qu'on a utilisé des données qui proviennent de la financière agricole, donc qui nous permettent de, sur l'échelle des différentes municipalités, de créer un ratio de culture pérenne annuel qu'on considérait important là, dans les effets sur la modélisation. On voit grosso modo, juste à l'œil, un effet important entre les teneurs en matière organique dans le figure du haut versus le ratio des cultures pérennes dans le bas. On voit qu'il y a une relation assez étroite entre les deux juste à l'œil. Donc, c'est important d'inclure. Donc, on a inclus tous ces paramètres-là, incluant la texture du sol, ces facteurs-là, des facteurs reliés aux indicateurs climatiques, des facteurs reliés au modèle numérique de terrain, du ratio de culture pérenne. On a utilisé différentes techniques d'apprentissage machine et on a retenu souvent ou principalement le Random Forest là, dans ces années-là qui nous paraissait le plus produisant les meilleurs R carrés. Bon, les fit n'est pas nécessairement parfait. On a des R carrés qui tournent autour de 49 en validation. Donc, c'est avec ça qu'on a travaillé pour définir un peu qu'est-ce qui influençait le plus, on regardait l'importance des variables. Donc, les variables liées à la texture influençaient de façon primaire, en premier lieu, les niveaux de matière organique, mais ensuite le ratio de culture pérenne sur annuel, le CDI, un indicateur climatique, un autre indicateur, le bilan hydrique, un autre indicateur climatique, et puis après ça, des variables qui sont reliées au modèle numérique de terrain. Donc, on s'est servi de ce modèle-là entraîné à l'échelle spatiale. Un deuxième modèle aussi qu'on a créé pour voir un peu comment l'évolution des cultures pérennes allait affecter l'évolution de la matière organique. Donc, on a ici des modèles qui sont peut-être plus évidents pour prédire l'évolution ou la spatialisation des cultures pérennes qui est principalement liée aux conditions climatiques, comme on l'a mentionné précédemment. Donc, ici, on a des R carrés autour de 0,84 qui sont plus intéressants là, en validation. Donc, l'évolution de la matière organique sous climat futur, dans les 6 zones, la première dans la région de Montréal, la zone 1 en rouge, les basses terres du Saint-Laurent ou la plaine de Montréal, on voit très peu de changements des niveaux de matière organique qui sont relativement déjà faibles, surtout pour les sols sableux inférieurs à 4. On a des niveaux plus importants dans les autres types de sols limoneux, loameux ou argileux. Mais grosso modo, on ne s'attend pas à des pertes importantes. Par contre, on a des pertes plus importantes dans la zone 3, dans la zone 5, donc dans les zones périphériques. La zone 3, les Laurentides, le Témiscamingue, le lac Saint-Jean. La zone 5, on est plus dans le haut dans l'Abitibi et dans le haut du lac Saint-Jean. Donc, c'est des évolutions qui seront plus importantes sous ce modèle-là. Pour ce qui est du ratio des cultures pérennes, on voit aussi une baisse du ratio, moins de cultures pérennes dans l'avenir dans bien des zones. Il y en a déjà pas beaucoup, en bas de 25 dans la zone 1, mais ce n'est pas là où il y aura plus de diminution, c'est dans toutes les autres zones, zone 2, 3 et 4. On va avoir moins en moins de cultures pérennes si notre modèle tient la route. Il y a toutes sortes d'autres considérations économiques, politiques qui vont affecter aussi le choix des cultures. Ce n'est pas nécessairement juste le climat, mais le climat devrait quand même avoir une influence importante. Donc, si on regarde un peu l'influence du climat sous RCP 4.5, on voit une influence surtout importante, une diminution importante de la matière organique dans les premières années, entre 2011 et 2040. Donc, c'est principalement là où on va avoir l'influence la plus importante des baisses du niveau de matière organique. Après ça, 2040, 2070, et puis un peu moins en 2071 et 2100. Et puis, ces baisses-là vont être plus importantes dans certaines régions, comme la région 3, 5 et 6, qui sont plus nordiques.
Si on compare, si on ajoute ici l'effet du ratio de changement de culture pérenne, là, donc si on ajoute l'effet d'aller plus souvent en culture annuelle, on voit un peu l'effet, et sous des statistiques, on ne voit pas d'effet grandiose ou important, mais donc l'effet sur la matière organique est davantage lié au climat qui va influencer la minéralisation ou la décomposition de la matière organique plus que l'effet des cultures pérennes si on se fie aux résultats de notre modèle ici. Ici, on compare après ça les effets de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en CP 8.5 si on ne modifiait pas notre trajectoire. La trajectoire, on aurait des changements. Dans ce qui est en plus pâle, les couleurs plus pâles sont RCP 8.5. On a quelques augmentations de plus, mais encore là, pas si importantes par rapport à l'effet du climat départ. Après ça, on peut regarder aussi l'effet, la diminution de niveau de matière organique en lien avec les textures. Donc, les textures qui vont accuser les plus grandes pertes de matière organique sont les sols argileux et aussi les sols sableux à l'autre extrême, curieusement. Donc, par contre, en revanche, on attribue généralement au sol argileux la capacité de mieux fixer la matière organique, de mieux la stabiliser, et ici, on voit que les niveaux de perte vont être plus importants selon notre modèle, ce qui est un petit peu inquiétant. Et puis après ça, on a l'effet la quantité totale de matière organique là, perdue de 0 à 1,2 % de la zone 1 à 6 de 2011 à 2100 sous l'effet des différents facteurs de forçage climatique et les différentes zones. Donc, et le fait aussi d'avoir un changement de culture pérenne ou de culture annuelle. Donc, l'influence, comme je l'ai mentionné dans notre modèle, n'est pas si importante que l'influence de culture pérenne si on les perd dans le modèle. Alors, en comparaison avec d'autres études, les pertes de matière organique qu'on a estimées de 2010 à 2100, 0,4 à 1 % de matière organique équivalent ou se retrouvent un peu dans les ranges, dans les variables, les teneurs qu'on observe dans d'autres études, comme une en Ontario, qui est basée sur des rapports pédologiques, quand on les ramène sur une base annuelle, ou dans des exercices de modélisation qui ont été faits soit avec Rothsey ou avec Century. Donc, on peut, en prenant quelques hypothèses, faire des comparaisons. Donc, des 6 à 15 tonnes à l'hectare de carbone sur une période de 90 ans sont à peu près un peu plus faibles que 20 à 40 tonnes à l'hectare que Gottschalk et Hall avaient estimé en 2012. Et puis, on a aussi des valeurs comparables avec Smith et Hall qui ont fait des estimés en Ontario, au Québec, avec le modèle Century. Depuis 2021, quand on a produit ces résultats-là, il y a eu quand même pas mal d'améliorations, de changements dans la modélisation. On a refait des exercices avec TAP-PFN. On n'a pas les résultats ici. TAP-PFN, qui est quand même un modèle intéressant pour des données tabulaires comme celle-là. Ici, on n'a pas une grosse augmentation là, par rapport à d'autres techniques d'apprentissage machine, mais on en a vu dans d'autres cas où c'est beaucoup plus important. Aussi, tenir compte de beaucoup plus d'effets de structure spatiale, notre capacité à définir aussi un peu l'importance des variables et de ne pas se fier à la corrélation simple entre les variables pour définir des causalités, mais on va devoir aller un peu plus loin pour vérifier vraiment les phénomènes de causalité qu'on essaye de mesurer avec cette modélisation. Autre amélioration possible, on va avoir accès à des sources de données de 2 laboratoires privés via le MAPAC. Donc, on parle plutôt de 600 000 données de 2 laboratoires. Donc, on a vraiment une ressource ici importante, originale au Québec. Le MAPAC a fait l'acquisition de ces données-là. Ce n'est pas tous les provinces, tous les États qui ont ce genre de données-là en main pour faire de la modélisation. Et puis, ici, on va pouvoir présenter des données un peu régionalisées à l'échelle des MRC et des régions pour rendre ça public et puis informer un peu sur le champ, l'évolution de ces indicateurs-là, comme la matière organique et toutes les autres analyses de laboratoire communes que les producteurs font analyser. Donc, comme je le mentionnais, les analyses de routine des laboratoires commerciaux privés sont une ressource importante, une base de données exploitable pour la modélisation.
Il y a des problèmes liés à la résolution des codes postaux, la résolution des géographiques là, des données, la présence de sol non alcool, etc. Ça peut être résolu. Il pourrait y avoir aussi une augmentation de l'information s'il y avait des ententes avec les producteurs pour aller chercher un peu la géoréférence ou via la législation, là, mettre ça dans les règlements, de fournir cette information si on voulait. La modélisation, on a prouvé que ça pouvait être utile pour définir un peu l'importance des variables, mais on va aller au-delà ici en allant au-delà d'aller voir simplement les corrélations ou l'importance des variables, mais plutôt les vrais phénomènes de causalité on refera l'exercice. Mais on a vu que la texture du sol, l'utilisation des cultures ou la présence de cultures pérennes influençait beaucoup les niveaux de matière organique et ensuite le climat et les variables du modèle numérique des terrains. Puis l'approche de modélisation par substitution espace pour temps, espace dans le temps, a été utile ou on pense qu'elle est utile malgré qu'elle n'est pas nécessairement parfaite, mais qu'elle est utile pour faire des prévisions là, sur l'évolution de la matière organique. Donc, on pourra aussi inclure, on a surtout regardé le ratio des cultures pérennes, mais dans les versions plus récentes, on va regarder l'effet du soya, du maïs, des autres cultures dans des ratios pour voir comment ces cultures-là, surtout le soya qui n'amène pas nécessairement beaucoup de résidus au sol, comment ça peut influencer le devenir de la matière organique. Donc, plus de perte de matière organique de carbone que d'accumulation, c'est le constat général qu'on observe. Malgré quand même beaucoup de politiques qui ont été mises en place pour modifier un peu les pratiques, améliorer les pratiques des producteurs. On vise en général en conservation des sols à réduire, depuis 30-40 ans, il y a quand même un effort qui a été important qui a été appliqué pour faire réduire le travail de sol qui minéralise la matière organique, la perd, avec des techniques de semi-direct, de travail réduit. La machinerie a changé, on fait moins de labour profond. Il y a la promotion aussi des cultures de couverture, des engrais verts depuis les 10-20 dernières années qui prend de l'ampleur. Mais en même temps, en contrepartie, on a une intensification des cultures dans les régions centrales, méridionales. Le maïs, soya prend de plus en plus, les cultures annuelles prennent de plus en plus de place. En grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'on a plutôt des tendances à la baisse des niveaux de matière organique et des hausses. Puis, autre phénomène, on peut se demander, là, il y a quand même beaucoup de tentatives, des fois dans le milieu privé, dans le milieu de conseils, là, de vendre l'idée de séquestrer du carbone dans nos sols. Donc, pour pouvoir en séquestrer, il va falloir peut-être trouver des solutions qui vont aller à l'encontre qui vont un peu réduire, qui vont amenuiser ces diminutions-là de matière organique, qui sont reliées en partie au phénomène de réchauffement climatique. Puis en partie, on voit que les plantes pérennes jouent un rôle important dans ce domaine-là. Donc, il va falloir trouver des façons dans nos cultures annuelles de réintroduire des plantes pérennes, sinon des systèmes avec des plantes pérennes intercalaires, des cultures de couverture qui vont davantage rester au niveau du sol pendant une plus longue période durant l'année pour laisser la place aux racines de se développer et puis d'éventuellement fixer ou de réduire un peu la minéralisation de la matière organique ou d'augmenter son accumulation. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Je vois que j'ai pris c'est un peu plus, c'est un petit peu plus rapide. Tu avais une note. Donc là, moi j'ai l'heure, je pense qu'on est Ah, j'ai peut-être pas la bonne heure ici. Là. Non, c'est ça. OK. Je pense que tu as speedé. Et puis, à quelle vitesse? Elle est très vite, mais c'est très en avance, donc on a le Ben temps. voilà, vous avez le temps de dîner. Donc, on a le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Caroline. Merci pour la présentation. Donc, on retient que les sols sont dans un état de... La santé des sols, elle ne va pas dans la bonne direction et que le climat, même si ce n'est pas le principal facteur, va contribuer à une moins bonne santé des sols. À la fin, vous avez évoqué un peu des solutions, mais est-ce que vous pourriez parler un peu de le troisième rapport, je pense que c'était le troisième que vous aviez produit autour des bonnes pratiques, les recommandations pour compenser un peu tout ça, puis peut-être les freins à pourquoi on ne les applique pas plus, ces bonnes pratiques? Ben, il y a le contexte socio-économique qui fait en sorte qu'on produit, on n'a pas nécessairement notre priorité. C'est quand même la ressource première des producteurs. La plupart sont
sont conscients que c'est la ressource première. S'ils la dégradent, ils produisent moins bien, ça va être moins rentable. Mais quand même, on est dans un système, comme je le mentionnais, où la majorité des surfaces sont occupées par le maïs soya dans la région plus méridionale. Dans les régions périphériques, on trouve d'autres solutions, mais c'est sûr qu'il y a tout le maraîcher, il y a d'autres systèmes de culture aussi en périphérie. Mais pour cette grande masse de sol-là qu'on observe, qu'on regarde, il faut trouver des solutions. On encourage de réintroduire au moins les céréales dans la rotation, le blé d'automne, le blé. Puis avec le blé d'automne, ça nous permet de mettre des cultures de couverture en place dans le blé qui est récolté plus tôt durant la saison. Donc, tout ça, ça permet c'est une des solutions, donc de réintroduire des cultures de la biodiversité pour améliorer les conditions. La première qu'on a mis de l'avant, on parlait de travailler autour des plantes pérennes. On voyait que c'était une long shot, c'est peut-être la plus difficile, mais comment est-ce qu'on pourra, ça fait plusieurs années quand le MAPAC, les ministères ou les intervenants essaient de trouver des solutions, comment on pourrait réintéresser les producteurs à réintroduire des cultures, des prairies, faire du foin de commerce à l'intérieur de la Montérégie, tout ça pour introduire ça. On travaille sur les systèmes, sur les bandes riveraines pour augmenter la biodiversité, tout ça avec les plantes pérennes, c'est sûr. Donc là, on a un petit lien aussi. Donc ça, c'était notre première dans les 7 domaines d'intervention. La deuxième, on a misé sur l'impact de la compaction, réduire l'importance de la compaction sur nos sols, qui vont à quelque part miner la productivité de bien des sols dans la région de Montérégie et ailleurs. Donc, de trouver tous les mécanismes possibles pour améliorer le trafic, réduire la grosseur du parc de machinerie, de faire des ateliers pour conscientiser les producteurs sur les meilleures pratiques à adopter pour réduire la compaction. Donc, ça, c'est la deuxième qui a été mise en place. Après ça, on tombe dans les pratiques de conservation habituelles. Quand on parle de l'agriculture de conservation, on parle de réduire le travail de sol, de biodiversité, de culture de couverture. Donc, c'est comme 3 domaines là, qui sont assez bien connus et encouragés. Comment est-ce que les producteurs vont... Il y a des producteurs d'avant-garde qui trouvent des bonnes solutions pour intégrer ces phénomènes-là. Comme je le mentionnais, le travail réduit est comme déjà en place depuis plusieurs années. Ça a commencé avec différentes techniques de culture sur billon, de semi-direct. Mais maintenant, la machinerie, en général, elle a été modifiée. On parle plus de travail réduit avec des déchaumeuses qui sont encore agressives aussi, mais qui sont peut-être moins dérangeantes qu'un labo profond, un labo comme on pouvait faire dans les années 70-80. Le travail de sol a changé. Est-ce que ça a vraiment un impact bénéfique sur les sols? Ce n'est pas si évident. Il y a des exercices aussi de méta-analyse qui tentent de voir un peu l'effet, l'interaction entre le travail réduit, la compaction des sols et le climat. On voit qu'en climat humide, comme dans l'Est du Canada, sous le maïs, le travail réduit va davantage compacter les sols, va avoir tendance à compacter les sols par rapport à du labour ou du travail de sol, comparativement à ce qu'on fait dans l'Ouest, quand on fait du travail réduit dans un climat sec, les céréales, ça va davantage augmenter les niveaux de masse organique, réduire la compaction. Donc, il y a des interactions comme ça en climat, culture, qui vont impacter un peu les différentes pratiques qu'on peut imposer ou qu'on prétend vouloir améliorer. Donc, il faut vraiment les tester sur place. Il y a beaucoup de producteurs qui travaillent, des conseillers qui travaillent sur l'adaptation des cultures de couverture dans leur système de façon plus performante là, pour vraiment... puis je pense qu'avec la réintroduction de cultures secondaires, on ne va pas parler de cultures secondaires, mais comme le blé d'automne ou des cultures d'haricots, des cultures pour diversifier un peu les cultures à travers la rotation maïs-soya, ou parler de maïs-blé d'Inde là, comme rotation, mais de réintroduire à travers ces cultures-là aussi des cultures de couverture pour couvrir le sol durant l'hiver. Et puis, même ça va être, c'est en discussion, mais c'est dans la réglementation, la proposition du nouveau règlement d'imposer une certaine surface sous culture de couverture qui pose quand même des problèmes pour plusieurs. Donc ça fait partie des 3, 4, 5. La 6e intervention, on parlait de gestion là, des fumiers, gestion des intrants, gestion des
des matières organiques, des intrants, c'est relativement important. Je pense qu'avec la réglementation, on a quand même fait un bon bout de chemin pour mieux répartir les charges en phosphore ou les charges d'éléments qui s'accumulaient dans les sols. Donc ça fait partie des solutions. On est quand même dans un système où 50% de l'économie agricole est basée sur les élevages. Donc, il y a beaucoup de fumier à gérer à la de la province, mais souvent très concentrés dans des mêmes zones, Montérégie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière. Et puis après ça, il y a des zones périphériques qui reçoivent beaucoup moins de fumier, qui pourraient en bénéficier, mais dont le transport serait peut-être un peu impossible. Donc, la gestion de ces engrais-là, de ces intrants-là, c'est important. Puis la dernière, c'est quand même aussi tous les effets des contaminants, la gestion des plastiques, devoir réduire au maximum l'effet de ces contaminants-là. Possible de surveiller ça de près. Puis on n'a pas nécessairement les moyens de surveiller ça dans des études comme on fait là avec des contaminants comme les pesticides ou les contaminants. Les pesticides qui s'accumuleraient dans des sols qui poseraient des problèmes, c'est quand même assez dispendieux à quantifier et à mesurer. Moi, j'ai une question en ligne. Là. Et pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans le chat. Dans la prochaine évaluation que vous allez faire vers 2029, est-ce que vous allez faire des comparaisons avec les projections 2011-2040 que vous avez faites pour cette étude-là? Ouais, on va avoir un set de données justement entre 10 ans d'intervalle qui pourrait servir avec des données plus précises et plus diversifiées aussi en termes d'indicateurs mesurés. Donc, on pourrait s'en servir pour entraîner des modèles puis faire des projections. Le modèle actuel qu'on a présenté ici, qui date de 2021, je pense qu'il pourrait être revu, mais il est basé sur d'autres données, basé sur les analyses de sol et des producteurs. Ici, ce qu'on va avoir, c'est à peu près 400 champs. Donc, 400 champs qui sont revisités en 10 ans et qui, éventuellement, oui, pourraient être utilisés pour entraîner un modèle et puis s'en servir en projection en climat futur. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Quand vous avez fait les comparaisons avec 1990, est-ce que c'était tous les mêmes champs, tous les mêmes endroits que vous avez fait les échantillons ou c'était des endroits équivalents? En gros, on a réussi à retrouver 61 champs sur les 430. Il y en a 330 qui étaient cultivés. À l'époque, je pense qu'en 90, ils avaient plus de moyens, ils ont suivi plus de champs. Il y avait peut-être 800 champs, nous, on a suivi 300. Et puis sur ces 300 champs-là, il y en a 60 que nous, on a retrouvés. On parle de 60 champs. Pour les propriétés de chimie-fertilité de base, là. Mais pour. C'est un peu loin, ça. Mais pour les propriétés physiques, il y avait seulement 31 de ces champs-là, parce qu'en 90, ils avaient seulement évalué c'est plus loin, ça, excuse. Ils avaient seulement évalué les propriétés physiques sur un des 3 groupes de séries de sols qu'ils avaient créés. Là. Donc, les sols argileux, laumeux, qui n'avaient pas de gravier dedans, ils étaient en mesure de prendre des cylindres et faire la physique dessus. Nous, on a fait la physique sur les sites. Donc, c'est un nombre assez restreint de sites. Ça, c'est pour les mêmes sites. Puis, tandis que dans les graphiques qu'on présente ici, ça, c'est pour les mêmes séries de sols regroupées dans les mêmes matériaux. Donc, les mêmes séries de sols évaluées un peu de la même façon. On compare ici pas nécessairement les mêmes sites. Ça répond à la question. Moi, j'avais une question sur, là, il y a eu de la modélisation, mais la complémentarité des approches modélisation et essai longue durée, enfin suivi longue durée. Est-ce que c'est important d'avoir le tout et où on en est dans le suivi d'essais longue durée pour la qualité des sols? On mise beaucoup sur les essais de longue durée et des essais de longue durée, le Rossi, qui est le modèle Rossi qui a été développé en Angleterre pour la matière organique, c'est fait sur des essais qui ont plus que 150 ans de durée. Ici, on n'a pas ça. On a des essais des fois qui font 20 ans, 30 ans. C'est certain qu'un essai de longue durée bien mené, ça peut amener de l'information pertinente pour développer des modèles. La seule limite, c'est d'avoir assez d'essais de longue durée dans différentes conditions pédoclimatiques pour bien représenter le territoire. C'est qu'on peut être limité. On a un essai de longue durée à Saint-Augustin, on en a un à Normandin, des fois on en a à Sainte-Anne-de-Bellevue.
on ramasse l'information, mais quand on arrive pour modéliser ou ramasser, est-ce que c'est vraiment représentatif de toutes les conditions pédoclimatiques? C'est un peu ça la limite. Mais on va chercher la donnée très ponctuelle, très précise, très bien définie. Puis on est capable aussi d'imposer dans la mesure où on est capable d'imposer des systèmes de culture spécifiques puis qui peuvent se maintenir à long terme, parce que des fois, des systèmes de culture qu'on prévoit faire implanter en l'année 1, ben, ne maintiennent pas un système viable au bout de 10 ans. Donc, on est obligé de modifier le système et tout ça. Donc, il y a des défauts à des systèmes de longue durée. Il y a beaucoup d'acquisitions de nouvelles données intéressantes. Puis, il y a un projet, effectivement, de remettre en place. À chaque fois qu'on a refait un inventaire en tout cas, en 90, quand on a fait cet inventaire-là, suite à ça, on a décidé de mettre en place des observatoires pour démontrer aux producteurs, plus par la démonstration, des parcelles, sur des grandes parcelles, que si on met en place telle pratique, on va avoir des bénéfices sur la santé des sols, la conservation. Ces sites-là ont été maintenus pendant 5-10 ans à bout de bras, mais dépendamment de la capacité des gouvernements à financer sur du long terme, ben, ça peut tomber à l'eau. Là, il y a une nouvelle initiative en cours. On va aller chercher de l'argent, la mettre en fiducie pour garantir des essais à longue durée. Il y a une idée en cours pour ça. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais faire allusion, mais ça va s'appeler parcelle phare ou parcelle repère. En tout cas, c'est en cours de développement. Là, ça pourrait être relativement intéressant pour mettre en place ce genre d'essais de longue durée. Et puis, parce qu'il n'y a pas de questions en ligne, donc comme on a un peu le temps, tu as mentionné dans la présentation comment on pourrait améliorer les choses, si on avait à refaire, pour améliorer cette première modélisation qui a été faite au Québec. Là. Est-ce qu'il y a des plans pour le faire? Il n'y a pas de projet financé pour l'instant en cours, mais c'est sûr qu'à travers notre financement pour l'inventaire de santé des sols, où le MAPAC mise beaucoup les mécanismes de suivi de l'état de santé des sols, on peut se permettre peut-être d'avoir quelques activités de modélisation autour. C'est sûr qu'on pourrait peut-être aller chercher un peu de financement à part là, ou pour faire des partenariats pour améliorer un peu l'idée, mais c'est ce qu'on fait aussi avec les échantillons de sol, les analyses. On accueille certains partenariats pour D'accord. Et puis, je finirai par ça, à la fois le bilan sur la santé des sols plus cette analyse qui a été faite, est-ce que ça va amener à faire des modifications dans les recommandations justement qui sont faites pour les producteurs? Notamment, à travers, il y a un dispositif qui s'appelle la caravane de la santé des sols, dans les fermes. Est-ce que ça va amener des modifications? Tu sais, t'as amené un point qui m'a un peu frappé, je le savais, mais qu'on conseille le travail simplifié du sol, pas de travail du sol, mais qu'ici, ça peut amener des problèmes de compaction. Ça, c'est une étude. Ça, c'est une étude, mais donc on ne sait pas encore si ça pourrait amener des modifications dans les recommandations qu'on fait aux producteurs. Hein. On reste aligné sur le travail simplifié du sol. C'est parce que ça amène le point où je m'intéresse davantage à la compaction des sols maintenant qu'à la matière organique. Parce que la compaction des sols, c'est quand même un phénomène important qui a été rapporté par le VGQ qui a un peu amené ça au MAPAC, mentionnant que le MAPAC n'avait pas les informations en main pour statuer sur l'état de santé des sols, dont l'importance de la compaction profonde des sols. Donc, on va regarder un peu cette importance-là. On va peut-être trouver d'autres mécanismes, d'autres façons de mesurer ou de faire d'inventorier l'importance de la compaction profonde. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ta question étant? Je disais, tu as dit ça, moi j'avoue que ça m'a un peu, je me suis dit, mais est-ce que ça va faire en sorte qu'on ne va plus recommander d'aller vers le travail simplifié du sol ou c'est juste sous l'angle compaction que tu as amené ce Surtout, oui, ça. Mais sous l'angle matière organique, ça reste pertinent. Ça reste quand même une recommandation. Bizarrement, ça se peut qu'un sol plus compact accumule la matière organique dans les sols argileux, un sol qui est hydromorphe, mal aéré, et la matière organique ne se dégrade pas, va juste s'accumuler, puis ça peut augmenter les niveaux de matière organique dans le sol. C'est un effet non désirable non plus. Le sol n'est pas nécessairement plus en santé, donc il faut un peu considérer le tout. Là. Mais oui, à travers tout ça, il faut arriver à développer une sorte d'information qui va amener des changements qui
qui va stimuler les producteurs à modifier leurs pratiques ou leur donner des idées. Ah oui, je pourrais faire ça, je pourrais peut-être envisager mettre telle pratique en œuvre. Ces dernières années, comme je le mentionne, on parle beaucoup de diversité des systèmes de culture avec les cultures et les cultures de couverture. De travailler là-dessus, c'est dans le vivant, c'est intéressant. Je pense que ça stimule davantage les idées chez les producteurs. Et quand ils peuvent jumeler ça avec des systèmes de travail de sol aussi réduits, des systèmes où on n'a pas besoin de circuler dans le champ dans des périodes critiques où les sols sont mouillés, trop mouillés tard à l'automne ou trop tôt au printemps parce qu'on veut semer du maïs qui prend une éternité à croître. Ben, si on arrive à accumuler un peu toutes ces contraintes-là dans des meilleurs systèmes, je pense que ça va être gagnant. Moi, je n'ai pas de question. Est-ce qu'il y a une autre question à la salle? Non? Écoutez, merci aux gens qui étaient en ligne et puis rendez-vous au prochain webinaire.